Ça n'existait pas, les annonces de designers, quand tu demandais à des gens, designer, je regardais, c'est pas un métier. Donc on est parti, on a créé Amplitude. Je pensais que tout le monde allait nous sortir des millions de dollars pour nous financer. Ben voilà, il n'y avait personne. Donc c'était là, quoi? Mais je comprends pas, on a fait plein de jeux, voilà. Et donc personne ne voulait nous financer. C'était le moment où on vendait Amplitude à Sega. Personne qui est venu exprès du Japon pour nous rencontrer. Là, pareil, il s'endort. Non, mais tout de suite. C'est-à-dire que nous, on arrive, on est hyper stressé. Au bout de 30 secondes, en aucun cas, ça ne peut remplacer la création artistique. L'IA n'est pas un artiste, n'est pas une artiste. Jamais vous verrez Amplitude, une image ou un truc qui a été purement généré par une IA. Bienvenue à toutes et tous dans Partage d'écran, votre rendez-vous tech et digital dans les domaines du sport, des jeux vidéo et des médias. Je suis Paul Depré. Et je suis Monsieur Châtelier, mais vous pouvez m'appeler Gaël. Partage d'écran est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, partager. Cela nous soutient et c'est très apprécié par les algorithmes. Alors aujourd'hui, nous recevons Romain de Vaubert, CEO et cofondateur d'Amplitude Studio. Bonjour Romain. Bonjour et merci de me recevoir. Bon, merci à toi de nous rejoindre aujourd'hui. Alors Gaël, est-ce que tu peux nous aider à connaître un peu mieux Romain ? Oui, Romain, tu as une carrière dans le jeu vidéo, une belle carrière depuis plusieurs années, je dirais. Je me demande, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans le jeu vidéo alors tu as fait des études d'informatique, je pense, ouais. C'est ça? Plutôt que, je sais pas, la banque ou un autre secteur mon père a bien aimé. Hein. C'est sûr qu'il a préféré que je fasse des métiers comme ça ou que je prenne la suite d'exploitation agricole. Mais bon, ça c'est... agriculture, c'est... Alors, je regrette aujourd'hui parce qu'avec du recul, je me dis que peut-être que j'aurais dû faire ça. Je trouve que c'est quand même très beau, je trouve que c'est quand même très noble et j'ai besoin de faire des choses avec les mains. Ouais. Comme avec un clavier quand même, c'est pas pareil. Ouais. Si on touche travailler pas. avec les mains. Voilà. Mais en fait, si je ne l'ai pas fait, c'est que je l'ai vu vraiment se tuer à la tâche pour pouvoir tout détruire en un jour de grêle, un jour de pluie qui tombait quand il fallait qu'il fasse chaud, un jour de chaleur quand il devait faire froid. Donc, je dis bon, autant faire quelque chose que je pourrais maîtriser plus, ce qui est un peu faux d'ailleurs, cette année, sur le jeu vidéo, on maîtrise quand même pas toujours tout, mais c'était l'idée de pouvoir faire quelque chose que je pourrais maîtriser. Donc voilà, donc je me suis dit tiens, je vais faire un jeu tout seul. Et comment je peux faire un jeu tout seul? Parce que personne ne voudra faire un jeu avec moi. Donc je vais forcément apprendre à coder. Et comme ça, voilà, je ferai mes jeux tout seul. Puis en faisant mes études, bien sûr, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient comme moi. Moi aussi, je ferais bien un jeu tout seul. Donc voilà, forcément, on s'est retrouvés à un certain nombre à se dire bon, écoute, on est plein à vouloir faire un jeu tout seul, on va le faire ensemble. D'accord. Voilà, donc c'est étudiant que j'ai commencé. Mais alors, avant d'apprendre à coder, c'était quoi ta première... Pardon, je te marche un peu sur les pieds peut-être, mais c'était quoi ton premier contact avec le jeu vidéo? C'était comme beaucoup, c'est enfant. Mon père adorait les gadgets. Donc un jour, il me ramène à un truc, on branche sur la télé, il y a des cubes qui se déplacent, qui se tirent dessus, et c'était juste incroyable. Donc j'avais 4 ans et... Et tu te rappelles la première console? Mon Atari VCS 2600. Ah oui, pour moi, c'était juste un choc. Ouais. Je m'ennuyais un petit peu. Hein. J'étais en Corse, donc c'est la femme de mon père, et je m'ennuyais un petit peu quand même. Donc là, c'était la fin de l'ennui, parce qu'il y avait toujours un truc à faire. Alors c'était un peu répétitif, hein, parce que c'est pas comme aujourd'hui. Hein. On avait un jeu tous les 6 mois. Hein. Donc au moins on les connaissait bien. On les connaissait même par cœur. Donc voilà. Et forcément, après ça a un peu évolué et ça donnait envie de faire là-dessus. Mais c'était pas mon réflexe initial. Initialement, je voulais faire des choses plus sérieuses. En fait, je voulais être agriculteur pendant longtemps. Je voulais être pilote de chasse. Je me disais, c'est bien, ça joue Top Gun, je vais faire comme lui, je trouve qu'il a une très belle vie, c'est sympa. Donc j'ai dû un peu suivre ce genre de choses avant de tomber sur une évidence. Il y a un moment, c'était ça, quoi. C'est ça, mais ce qui était compliqué, c'est quand même, on est en 94, 95, quand je commence à faire mes études, et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de voix pour le jeu vidéo. Donc, c'était vraiment au tout début des gros studios français. Il y avait Cryo à l'époque, Delphine, t'avais Adeline et Delphine Software. Il y avait des trucs qui étaient des petites pépites, mais ça paraissait inatteignable. C'était inatteignable d'ailleurs. Ubisoft date de cette époque-là aussi. Un petit peu avant même, je crois. Avant. Mais ils faisaient de la distribution essentiellement. Ah oui, au départ c'était distribution. Moi, je crois que je ne suis pas
complètement sûr, mais je crois que je les ai croisés en 97-98 Ouais. quand je voulais vendre le jeu qu'on faisait avec nos copains étudiants. Et il me semble les avoir vus, mais qui étaient en pleine prod à l'époque. Je crois que c'était des jeux de F1, de machin, des trucs comme ça. D'accord. Et j'étais venu avec mon proto. Et c'était très sympa. Il s'est rien passé, mais c'était très sympa. Et c'était quoi ce jeu? C'était Ancient Prophecy. C'était le premier jeu qu'on avait fait. D'accord. On y croyait à mort. C'est un ancêtre un petit peu de Endless Legend, le jeu que j'ai créé 20 ans plus tard. D'accord. Mais c'était vachement bien. Donc c'est bien. En fait, bon, voilà, mais Vous l'avez on n'a pas réussi à lancé? le finir. Non, 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 vous l'avez Cryo pas voulait le signer et quand Cryo a commencé à aller mal, les premiers trucs qui sont ratés, c'est les projets externes. Voilà, donc on était les premiers. Ah, mais tu avais vraiment un proto, une démo. Génial. On s'était enfermé dans mon studio pendant 8 mois à faire que ça. À l'époque, on fumait comme des pompiers, donc tu avais des cendriers qui débordaient, on dormait là-dedans. Ah oui, la bonne époque. La bonne Fumer époque, un ouais, bureau. ça sentait bien bon dans ce studio. Ça, c'était top. Ouais. Ah, c'est génial. Et d'accord, c'était sur quoi? Sur Atari, Amiga ou Non, PC? on était sur PC. On était Ouais. sur PC Ouais. à l'époque. Ouais, j'étais sur. T'as gardé un proto, t'as gardé quelque chose de ça ou- Alors j'ai un copain qui a encore le code, le proto, qui a tout parce que il y a un moment et normalement même les designs qu'on avait créés. Parce que c'est les designs qui m'ont servi à me faire recruter après. Et chacun a utilisé son petit bout, celui qui avait fait un petit peu de dessin, celui recruté comme artiste, celui qui avait fait un bout de code comme programmeur. D'accord. Donc on a tous en fait démarré un peu comme ça. Et donc, toi, tu es game designer. Ouais. Donc, tu as été recruté comme codeur. Alors, dans ce groupe-là, Ouais. moi je voulais designer. Moi, je suis un très mauvais programmeur D'accord. et heureusement, je ne suis pas programmeur. Sinon, aucun jeu ne chipperait jamais. Mais non, en même temps, bon, ça m'a appris un petit peu à comprendre comment fonctionnait Ouais, finalement un programme et un jeu. Mais non, c'était que en tant que designer. Donc, je commençais à définir un petit peu c'était le jeu pour Ouais, le bien donner sûr. aux autres et que les autres puissent l'appliquer. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu commencer et continuer dans ce métier-là. D'accord. Donc là, à cette époque, tu t'es dit, je vais me faire recruter par un studio. Ouais. Je ne vais pas créer mon propre studio. Mais c'est compliqué parce que ça n'existait pas. Les annonces de Ouais. designers, quand tu demandais à des gens, moi je voudrais être designer, ils te regardaient, c'est pas un métier. Hein. Ouais. Donc, par contre, si tu veux être programmeur, Ouais. on cherche un artiste. Mm. Et à l'époque, en général, c'était quelqu'un dans l'équipe qui devenait le designer. Donc, c'était soit un artiste, soit un producteur, et encore producteur, il n'est pas toujours, soit un un dev qui programmeur. avait un peu Voilà, et d'appétence c'est pour ça. le jeu. Et c'est pour ça qu'on voit souvent dans le design, on a souvent d'anciens programmeurs. En France, souvent des anciens artistes. Et aux vrai. États-Unis, souvent des anciens programmeurs. Ou testeur aussi. Mais ça, je pense que c'est plus récent. Ouais. Faut voir. Parce À que l'époque, effectivement, après, la partie QA a pu amener soit vers le design, soit vers la producing aussi. Le producing qui permettait si on comprend mieux le jeu. C'était pas mal. Et donc là, tu as fait ta carrière dans 3-4 compagnies. Ouais. Je vais citer DICE Ouais. et Ubisoft. Ouais. Sur plein de jeux, j'imagine. Tu as travaillé sur je sais pas, une dizaine de jeux, j'imagine. Je crois qu'on a commencé à Amplitude. Au final, je dois avoir une quinzaine de jeux derrière moi. Okay. Ouais. Tu as commencé par DICE directement? Non, Oui. t'as commencé par DICE directement ou tu as commencé par une petite Non, structure? alors, en fait, après, quand on s'est arrêté, qu'on était déprimé, et qu'on dit, ça y est, on ne sera plus. Ouais. Vous aviez Faut aller à la banque. Vous aviez un c'est trou ça. dans- Ça y est, je suis à la banque maintenant. vous aviez un trou dans les poumons, les gars. Ouais, là, On s'arrête. c'était dur. Écoute, non, j'avais vu passer pour la première fois de ma vie une annonce de game designer, mais qui en plus était sur un journal d'information de jeux, mais qui n'était pas d'annonce de job. Et il faisait jamais ça. Mais une fois, je ne sais pas pourquoi, sur une boîte qui était toute petite et inconnue et qui avait fait un jeu très mal noté avant. Donc c'était Refraction Games, qui était en Suède. Ils avaient fait un jeu qui s'appelait Codename Eagle, un jeu qui était principalement single player. Et qui avait été très mal reçu par la critique. C'était effectivement pas un très bon jeu. Mais c'était des gens qui étaient un peu comme nous, c'était des étudiants qui avaient fait un proto de physique en fait, étudiant. Ils voulaient me démontrer qu'on pouvait simplifier les physiques pour faire un moteur de jeu vidéo autour de la physique. Et donc ils ont fait Codename Eagle après avec ça, ils ont été financés. C'était un four. Ils avaient promis à leurs très peu de joueurs qu'ils feraient aussi un mode multi pour ça. Et ce mode multi est sorti, je crois, un an ou deux après. Et il y a eu 200 joueurs dans le monde qui sont devenus complètement fans de ce mode multijoueur de Codename Eagle, et dont 2 personnes qui travaillent chez Electronic Arts et qui ont contacté en disant non mais j'en supplie, faites un jeu que sur multijoueur, mais c'est tellement génial ce que vous faites. Et donc c'était l'ancêtre de Battlefield. Et donc j'étais recruté pour être le designer de ce qui allait devenir Battlefield 1942. Ah ouais, très bien. Yeah. Tu as joué à Battlefield?
42, après Vietnam 42, surtout. ouais. Vietnam. Moi, j'ai joué à bossé sur 42. Vietnam. On faisait des LAN au prieuré de Saint-André. On se regroupait tous avec nos ordi, on faisait des Battlefield Vietnam tous les week-ends. J'avais aidé sur celui-là, moi j'avais fait donc le 1, après j'ai fait le 2, et entre-temps, enfin le 2, j'ai pas fini le 2, j'ai fait qu'une partie du 2. Et Vietnam, j'avais aidé aussi là-dessus, mais après j'étais abonné de devenir Monsieur Battlefield, quoi. Donc ça qui est compliqué, c'est quand tu fais un jeu qui marche bien, on dit c'est bon, tu fais ça toute ta vie. Voilà, c'est ça. Puis en plus, Battlefield, des guerres à explorer en multijoueur, on a des kilos, quoi. Donc, puis c'était un peu compliqué. En plus, c'était à l'époque, donc là on était quand je suis parti, on était en 2004, mais donc il y a la période 2002-2003, il y a l'invasion de l'Irak, et c'est vrai qu'il y avait des points de vue qui étaient assez différents de nous, Européens, Suédois et Français, et Américains, l'éditeur, sur comment aborder le jeu vidéo et la guerre moderne. Comment on traite la guerre. Voilà, donc c'était assez intéressant, mais bon, en même temps, je n'avais pas trop envie de passer ma vie là-dedans. Voilà. Et donc, après, tu es parti chez DICE, Ubisoft, mais bon, tu étais employé dans une très grande compagnie qui cartonnait. À quel moment tu t'es dit, tiens, non, je vais partir, je vais créer ma propre boîte, je vais créer Amplitude. Je vais plutôt me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, moi, déjà, ce qui était sûr, c'est que quand on a été, terminé dans la période cryo, ils ont terminé la boîte, c'était clair que j'aurais jamais pu finir le jeu. Le jeu, on était des étudiants, on savait quand on commençait le jeu, mais on ne savait pas le finir. Et puis après, quand j'étais chez DICE, je voyais que j'ai commencé à apprendre à faire un jeu, mais je ne savais toujours pas vendre un jeu. Mais j'ai toujours en tête de revenir à cette boîte et pour faire des jeux de stratégie. Je voulais faire des jeux 4X déjà à l'époque, mais et j'étais persuadé qu'il y aurait un jour un marché dessus. 4X donc, 4X, c'est un type de jeu de stratégie particulier. Qui sont vraiment, en fait, on joue un empereur et on a le contrôle sur tout son empire, tout son royaume, et le but c'est de gagner à la fin, mais de manière différente. On peut gagner militairement, mais ou alors par la science. Et là, c'est un journaliste qui a sorti ce terme-là, et je crois que c'était par rapport à Master of Orion ou Civilization. D'accord. C'était un de ceux-là. Et pour expliquer un petit peu ce qu'on faisait là-dessus, donc c'était les 4X. Donc en gros, qui sont des jeux d'échelon d'empire. Voilà. Et toi, tu es tombé dans les 4X plus jeune, tu avais commencé à jouer à Civilization les premiers, voilà, les Master Magic, Master of Orion, Civilization, et je trouvais ces jeux absolument incroyables. Certains d'ailleurs étaient des jeux qui étaient un peu buggés, mais la promesse était incroyable. Alors Civilization marchait bien, mais Master Magic par exemple, un peu chelou sur la fin, mais la promesse me faisait rêver, quoi. Donc c'était plutôt Master Magic qui m'avait vraiment inspiré. Et donc tu te dis, à un moment tu es chez Ubisoft, tu te dis, je vais revenir à ce que je voulais faire au départ, c'est-à-dire repartir dans cette aventure-là. Ouais, l'idée, c'est ça, dès le départ. Je savais mais que j'étais là pour essayer d'apprendre, d'apprendre à commercialiser un jeu et pourquoi pas me faire un réseau, parce que moi, comme j'étais en Suède, mon réseau était en Suède. En France, je ne connaissais personne. Enfin, je suis arrivé à Ubisoft en 2004, je ne connaissais pas Ubisoft, je ne connaissais pas Rayman. Quand on me dit, t'as vu quand même. Rayman, c'est le jeu vidéo, hein, c'est pas le film avec. C'est pas Rayman. C'est pas la même chose. C'est pas le même. Mais donc non, mais c'était qui était effectivement pour Ubisoft, c'était un peu un jeu fondateur. Parce que c'était un peu une grande transition entre eux distributeurs et créateurs de jeux. Puis après, il y a eu tout un tas de grands succès. Et c'est vrai que je ne connaissais même pas ce jeu. Voilà, donc je débarquais un peu là-dessus. J'avais raté ce que Ubisoft était devenu, quoi. Donc dans tous les cas, je voyais bien que mon avenir n'était pas vraiment à Ubisoft parce que je n'étais pas vraiment dans le moule. D'accord. Donc tu te dis, je vais créer mon studio, mais normal. Normal. Classique. Classique. La réaction. Je veux faire donc je veux faire un réseau. Et comment tu fais pour créer un studio? Je me dis, c'est en septembre 2011, tu donnes ta démission et à partir d'octobre. Qu'est-ce qui se passe? Après ma démission, non, déjà il y a tout le travail avant il faut trouver avec qui on le fait. Voilà, c'est ça, c'est l'équipe, quoi. Moi, je partais pas. Tu es parti avec on était, en fait, alors ce qui est assez intéressant, c'est que quand je suis parti, c'est vers 2010-2011, et donc il commençait à y avoir une transition un petit peu sur les jeux third party. Donc moi, en fait, j'accompagnais des studios externes pour faire leurs propres jeux. Bon, déjà, au bout d'un moment, c'est un peu usant de dire aux autres comment faire un jeu. On a envie juste de le faire soi-même. Sauf qu'on vient de la prod
soi-même. Donc voilà, c'était un peu ennuyeux. Et en même temps, c'est hyper intéressant, mais il y a une transition pour Ubisoft où on voyait qu'ils avaient un peu moins envie de s'investir dessus, plutôt sur l'interne. Et très souvent, dans tous les éditeurs, il y a souvent une alternance entre on fait du third party, ce qui permet de découvrir des pépites en les éditant, et après de les intégrer, donc en les rachetant, et d'intégrer, ça devient des IP de l'éditeur, pardon. Peut-être on pourra peut-être couper. Certainement pas. Sans doute. Le merde naturel est parfait. Et donc voilà. Et donc c'est cette alternance-là. Donc là, on était en pleine alternance. Là-dessus, ils repartaient sur plus de l'interne, moins sur l'acquisition d'IP via les third parties. Et ce qui nous laissait peut-être une liberté pour dire, finalement, j'ai une équipe qui est géniale autour de moi, où j'ai une DA incroyable, programmeur incroyable, producteur incroyable, bref, tous les domaines, des gens de très grande qualité. Et c'est vrai qu'Ubisoft, je trouvais, était très, très, très fort pour recruter des gens incroyables. Mais soit, si les third parties réduisaient, on devait partir en interne. Et est-ce que les jeux qui étaient faits en interne nous plaisaient ? Pas forcément. Moi, j'ai toujours mon idée de stratégie et 4X. Ouais. Voilà. Et autour de moi, tout le monde était un peu d'accord que ce n'était pas forcément les jeux de l'interne qui nous attiraient. Donc, c'était si on voulait faire nos propres jeux, il fallait partir. D'accord. Et donc, on est partis ensemble, et finalement en très bons amis, parce que ça correspondait aussi finalement à ce que Ubisoft recherchait. Donc, on est parti, on a créé Amplitude. Je pensais que tout le monde allait nous sortir des millions de dollars pour le financer. Ben voilà, il n'y avait personne. Donc, c'était là, quoi ? Et je comprends pas. On a fait plein de jeux. Cette nuit, j'avais bien rêvé à ça. Et non, c'était assez étonnant. Enfin, c'est étonnant, en fait, c'est peut-être normal, mais donc personne ne voulait nous financer. Et donc, pour nous financer, on a demandé à tous nos copains de nous donner des belles sommes d'argent, parce que c'était à peu près 10 000 euros par copain. Donc, il fallait avoir des très bons copains. Et donc, bon, après, voilà, on avait tous déjà à peu près une 35 ans de moyenne d'âge. Donc, on a des copains qui avaient eu le temps de mettre un peu d'argent de côté. Et on leur a tout pris. On leur a tout pris. Voilà, non, mais donc on était assez, donc du coup, grosse responsabilité, puisque voilà, on a eu 47 actionnaires. Il y a quand même 2 business angels qui ont mis quand même des petites sommes. Et après, c'est que des copains. Vous étiez nombreux au départ Et donc, on était 7 ou 8 au départ. 7 ou 8 pour lancer un projet de jeu. Pour lancer le projet, pour lever les fonds, pour lancer les prototypes, pour premier jeu, tout ça. Alors, 7, mais après, on a le premier jour, on est rentré dans les bureaux avec un peu d'argent. On a eu 5, je crois que c'était 5 stagiaires qui sont venus. Donc c'était 7. Donc à l'époque, on pouvait encore faire ça. Le ratio était bon. Aujourd'hui, je crois qu'on ne pourrait pas. Je crois. Mais il y a un ratio, je crois, à respecter. Je ne sais pas si ça marche, un petit truc. Donc voilà. Donc à l'époque, ça marchait. Et bon, en gros, les 5 stagiaires de l'époque sont aujourd'hui, je crois qu'ils sont encore quasiment tous à Amplitude. Ils sont tous des très beaux postes là-dessus, mais ils sont démarrés avec nous là-dessus. Et donc c'était un écart de, voilà, on avait à peu près 10-15 ans d'XP chacun. Eux, 0, mais fougueux, voilà, et donc c'était vachement bien de travailler ensemble. Quoi. Et est-ce que tu as retrouvé aujourd'hui à Amplitude, tu as des amis de ton premier prototype? Non, de Synthetics, le nom de la boîte d'origine. Non, parce qu'en fait, beaucoup ont quitté le jeu vidéo. Il faut voir que le jeu vidéo, il y a eu de grosses évolutions entre-temps, mais c'est vrai que nous, on a connu une époque où le jeu vidéo, c'était 70 heures par semaine minimum. Voilà, donc c'était très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille. 66, 67 heures. C'est pas beaucoup plus tranquille, mais au moins, on est... alors, ça dépend, toutes les voies sont différentes, mais normalement, on a quand même un cadre qui est suivi. Donc ça peut être stressant quand même, ça n'empêche pas, parce qu'il y a des dates à tenir, il y a du contenu, il y a les retours utilisateurs, donc il y a plein de raisons de stresser, mais normalement on ne devrait pas avoir à faire ces heures-là. Et c'est vrai que ce qu'on a vu beaucoup pendant des années, c'est beaucoup de talents quitter le jeu vidéo. Parce qu'on ne tient pas éternellement comme ça. Donc il y a eu beaucoup de fuites de talents qui sont tournés vers des choses qui pourraient ressembler, mais où effectivement on avait un cadre plus normal. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que le jeu vidéo, aussi, je pense, avait du mal, puisqu'on ne gardait pas le talent. Donc c'est l'afflux de codeurs vers la banque date de ce moment-là. Vers la banque, vers des applications, vers tout un tas de choses. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils allaient forcément vers la banque, parce que je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus reposant, mais en tout cas, il y avait des métiers annexes. Moi, je pense que là, j'ai bien fait le tour sur Amplitude et la création d'Amplitude. Je vais te passer la main, Paul, sur la partie... et surtout, je t'ai un peu pris de la place. Cette fois-ci, c'est moi qui t'ai pris un peu. On va continuer un peu dans la lignée d'Amplitude. Donc, alors, j'ai pu...
le rachat par Sega, c'était après Endless Space 1 En ou 2016. 2016. Ouais. Alors moi, la première des choses je trouvais ça génial à l'époque de voir les Français. Moi, j'avais découvert Amplitude en revenant en France. Pardon, mais ça, on s'en fout. Sur la Paris Game Week, et je m'étais assis à jouer à un de vos jeux. Alors, moi, je ne suis pas du tout 4X. Non. Mais après, je vous ai suivi, je suivi un petit peu en me disant, tiens, c'est quoi Sega? C'est fou qu'ils font des 4X en France. Et après le rachat de Sega, je me suis dit, mais c'est génial. Les Français qui bossent pour Sega, qui bossent pour une des boîtes qui a façonné ma jeunesse. Moi, je jouais Sonic, Mega Drive, Dreamcast. Et alors, ça fait quoi de bosser avec Sega? C'est comment de bosser pour Sega et pour des Japonais? Alors c'est différent, forcément quand tu es indé, on peut se voir le matin, dire hey, si on faisait un nouveau jeu, ah, attends, t'es sûr que tu veux faire ça quand même bon, on en parle demain, puis le soir lendemain, allez hop, on démarre. Et une semaine plus tard, on est 3 à travailler sur de nouveaux jeux. Bon, voilà, on fait pas ça dans un grand groupe, je pense en général, mais avec un groupe japonais, je pense encore moins. Donc voilà, on a dû découvrir un petit peu un certain cadre. Donc forcément, quand on est indépendant, c'est compliqué. Même s'ils avaient conscience de ça, donc ils ont quand même voulu faire rentrer un peu doucement quand même dans le moule. Il n'y a pas eu ce choc du jour au lendemain, mais bon voilà, il y a un moment, il fallait quand même se rapprocher un petit peu de leur façon de s'organiser. Et c'est compliqué. C'était compliqué. Une décision, voilà, pouvait prendre des mois et des mois, des décisions assez simples. Quand on réalisait un besoin, qu'on voulait le faire remonter, qu'on voulait mettre en place le process pour en discuter et derrière décider, il pouvait se passer 4, 5, 6, 7, 8 mois. Voilà, et dans le jeu vidéo, 8 mois, c'est une éternité. Et parfois, la problématique initiale ne tient plus complètement la route au bout de 8 mois parce qu'il y a des choses qui sont passées entre-temps et on n'ose pas leur dire ah, c'est super de m'avoir validé ça, mais en fait maintenant, c'est trop tard. On est déjà passé à autre chose. Donc, voilà, et on n'ose pas trop leur dire parce que ça marche pas. C'est combien de temps de développement un jeu comme Endless Dungeon Alors, théoriquement, ça serait bien que ça dure entre 2 et 3 ans. Voilà, bon, dans les faits, ça ne dure jamais 2 ou 3 ans pour nous. Donc, en tout cas, on a 8 mois de délai décalé entre une question et. c'est la moitié du temps de jeu, quoi. Ou le tiers. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc oui, un petit problème d'agilité. Même si il y a quand même des éléments qui pouvaient me frustrer sur le moment, mais que j'aimais bien, d'essayer de tout comprendre et de tout questionner. Et donc ils allaient vraiment dans le détail et surtout dans la projection future. Bon, alors ce que tu me proposes aujourd'hui, ça veut dire quoi plus tard? Et donc forcément, on n'a pas de boule de cristal, mais donc il faut essayer de justifier pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui pour une conséquence qu'on aura plus tard. Et donc on va essayer de prouver ça en comprenant mieux le passé. Donc voilà, beaucoup de travail, d'archéologie, de mise en place, de compréhension, et c'était très 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 enrichissant pour nous. Intellectuellement, ça doit être très challenging. Alors c'est passionnant, surtout au début. Il y a un moment, voilà, ça devient voilà, beaucoup, et voilà. Il y a des moments où voilà, on a envie surtout de faire des jeux, donc c'est sympa de faire des jeux, puis surtout que ça demande de créer des nouveaux métiers, d'onboarder des nouveaux métiers. Donc forcément on grossit. Donc pour pouvoir avoir des bonnes réponses sur les questions de pourquoi est-ce que mon jeu vendra mieux en Corée du Sud dans 3 ans en boîte physique. Bon là on a des experts pour ça, pour amener ces réponses-là. Et donc ça alourdit un peu la structure aussi, quoi. Même si ça reste ultra intéressant. Et surtout que je vois pas, enfin, le genre des 4X, c'est pas un genre, c'est un des rares genres qui n'est pas né au Japon. Ça va être encore plus compliqué pour eux de comprendre ce que vous vouliez faire, ou pour le coup, ils comprenaient assez bien? Alors, non, ce qui était bien avec Sega, alors je crois que ça va être assez différent d'autres boîtes d'éditeurs, c'est que ils disent, voilà, moi, le contenu, c'est pas moi. Le contenu, c'est toi. Donc moi, je suis juste là pour comprendre ce que tu vas faire pour le vendre. Donc jamais ils vont revenir sur les choix éditoriaux, ce qu'on peut voir avec d'autres éditeurs qui sont eux-mêmes peut-être bons en éditorial, qui vont faire une sélection éditoriale. Donc forcément, on peut avoir des discussions qui seront moins pragmatiques. C'est je pense que, j'aime ça, j'aime pas ça. Là, au moins, avec eux, c'est les chiffres. C'est 0,1, voilà. Même si on a la projection future. Donc, projection future, il y a quand même un petit peu d'interprétation du passé.
Mais, C'est vrai que le nombre de jeux en boîte vendus en Corée du Sud, c'est pas facile à déterminer sur les 3 prochaines années. Ce qui a été une vraie question. Je vais comprendre. Donc, Ok, et jamais vous avez été tenté ou on vous a demandé de faire un jeu sur une licence Sega? non. Ça vous a jamais tenté? Vous dire, allez, tiens, Non. prends une licence. Non, on a fait, tu vois, sur Endless Donjon, on a des petits personnages qu'on a fait venir, voilà. Donc, Des petits trèfles, mais il n'y a pas eu de... Non. On a fait des petits trucs comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on pense à Sega, effectivement, les parties consoles, les IP japonaises, mais Sûr. toute une partie de Sega qui était Sega plutôt Europe, et nous, on était plutôt associés à cette partie-là. Et donc, c'était les Total War, Football Manager, Two Point Studio, qui ont sorti un jeu là il y a pas longtemps, Two Point Museum. Ils sont toujours d'ailleurs Qui chez marche très Sega. bien, toujours chez Sega, et Relic. Et donc, et moi, avant de les rejoindre, j'étais assez fan de ce que faisait Relic et ce que faisait Total War. Donc on a plutôt une bonne proximité et puis en fait, on s'entendait très bien. Moi, j'ai rarement vu une aussi bonne entente entre les boss de studio chez un éditeur. En général, il y a souvent une compétition entre les boss de studio pour devenir le prochain boss de tous les boss. Donc c'est un peu un battle royale constant et voilà, donc il faut éliminer l'autre boss de studio. Donc si son jeu se plante, tant mieux. Voilà. Vous n'étiez peut-être pas sur les mêmes, n'étiez pas sur les mêmes types de jeux non plus. Alors on est sur des jeux qui étaient dans la niche un peu de la stratégie, enfin la grande niche dans le genre de la stratégie, mais c'est vrai qu'on a chacun un peu son type de jeu là-dessus. Mais quand même, pour des jeux, pour des gens qui sont plus novices, ça reste quand même un genre assez similaire. C'est des jeux de stratégie. Stratégie, voilà. Et on peut d'ailleurs parler, on a des joueurs qui jouent à tous nos jeux. Enfin, voilà, donc c'est pas la majorité, mais chacun d'entre nous, on avait nos propres fans qui jouent particulièrement à nos jeux, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas aux jeux des autres. C'est vrai qu'il y a quand même une proximité. Donc c'était aussi un peu l'intérêt de Sega, c'était de regrouper des jeux qui ne soient pas juste similaires, mais quand même qui aient une connexion pour les joueurs. D'accord. Donc c'était vraiment bien. Et ça aussi, ça nous avait attiré d'aller là-dessus. Donc voilà, donc on faisait chacun notre propre truc à côté de ça. Donc il n'y a pas de raison de se tirer dans les pattes, parce qu'on n'est pas vraiment piquer nos joueurs, on peut plutôt amener les joueurs aux autres. Sur aller chercher Relic, vous, 2 Point Creative, voire Football Manager, parce que dans le jeu de football, il n'y a pas plus simulation stratégique que ça. Donc c'est vrai qu'il y avait une vraie ligne éditoriale et stratégique de Sega Europe. Ouais, et qui s'est fait petit à petit et par opportunité. Quand tu dis Sega Europe, en fait c'est Sega Europe mais piloté par le Japon. Alors c'est marrant, hein, c'est que quand j'ai rejoint, c'était vraiment un Sega Europe assez indépendant. Et ça a un petit peu changé avec le temps, mais parce que en fait, historiquement, Sega à un moment avait eu un peu des difficultés, ils avaient des filiales un peu partout en Europe, et quand ils ont des difficultés, ils ont commencé un peu à tout fermer, et tout d'un coup il y en a un qui a dit top, il y a un truc là qui marche vachement bien, mais c'est en digital seulement. C'est pour ça qu'on regarde pas trop, parce qu'on regarde beaucoup les boîtes. Mais et c'était Total War en fait, et qui sur Steam cartonnait. Et donc qui a proposé, donc c'était Jürgen Post, qui a proposé de reconstruire Sega autour du digital, de Steam, de Total War, voilà, qui marchait beaucoup mieux que FM à l'époque. Mais il y avait aussi FM qui vendait bien en digital. FM. Football Manager. Football Manager. C'est pas ta radio 99.9, non, c'est pas ça. Oui, ça. Et donc, voilà, ils ont tout reconstruit autour de ça. Donc ça a commencé à cartonner parce que donc c'était quelque part un des premiers éditeurs entièrement digital. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de boîtes physiques, très peu de boîtes physiques. FM en faisait un petit peu parce que c'est un peu un jeu de cadeau de Noël, surtout en Angleterre. Voilà, mais et ça j'aimais beaucoup, et donc ils étaient très forts sur Steam à l'époque, donc ils ont reconstruit autour de ça. Donc ils étaient assez indépendants, parce que comme ils étaient partis de pas grand-chose, ils s'étaient reconstruits autour de ça, et ils l'avaient fait un peu dans leur coin, sur des choses qui n'intéressaient pas forcément le siège au départ. Donc voilà, ils avaient gagné leur indépendance. Voilà. Puis après, avec le temps, ça s'est perdu. Et avant de clôturer la page Sega, il y a une petite anecdote, un peu un truc, à un moment donné que tu as vécu, qui est un peu ton climax, en disant waouh, quand même là au niveau culturel, j'ai vécu un moment, j'en vivrai pas forcément demain. Les réunions avec Sega, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on doit valider quelque chose de majeur, la réunion doit durer 1 heure maximum. Bon, je suis français, donc... C'est toutes les semaines. Hein ? C'est une réunion qui a lieu toutes les semaines où tu valides quelque chose. Alors, non, avec eux, c'est une réunion comme ça, allez, 3 fois par an. 3 fois par an, c'est la grande réunion.
1 heure. Ah ouais. Donc Au Japon, évidemment. Alors, avec des Japonais, mais pas forcément, ça, ok. remote. Et donc, ma première réunion comme ça, ben, en bon français, je termine au bout d'1 heure, 3 minutes. Hein, je me dis, c'est bon, allez, un peu trop vite de politesse. Donc là, j'ai un Japonais qui se lève, qui me dit, Romain, tu as dépassé de 3 minutes, plus jamais ça. Donc souvent, je me dis, il rigole. Non, il ne rigole pas. Donc sumimasen, voilà, je ne ferai plus jamais ça. Et donc, c'est dingue. Alors maintenant, je reconnais que ça m'a un peu influencé. J'aime bien ça. Et j'aime bien tenir, du coup, la réunion de 1 heure. Voilà, et de mieux cadrer. C'est vrai que le côté un peu français, on peut avoir tendance à faire ce genre de réunion-là. Moi, j'en ai connu ailleurs. Ça pouvait durer 3 heures, Oui, bien 4 sûr. heures, parce que tu vois tout le marketing, tu vois tout le plan, chacun va être mis en valeur. Voilà, donc forcément, si on donne la parole un peu à tout le monde et que tout le monde prépare son plan du futur du jeu, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà, donc tout faire en 1 heure, c'est bien. Mais la résultante, c'était que comme le contenu, ça ne les intéressait pas, donc c'était que des PNL. Bon, après 1 heure de PNL, c'est non pas non plus ultra intéressant. Et c'est là qu'on trouve avec des questions assez étranges de comment je ne suis pas d'accord sur ta projection des ventes dans 2 ans en Corée du Sud pour les boîtes physiques. Et là, à ce moment de panique, dans les PNL, qui sait ce qu'on fait là-dessus? Bon, je reviens vers toi. Voilà, et on a dû, donc c'était un point où on a dû revenir vers eux pour justifier un petit peu ce genre de projection, sachant que le revenu en soi lié à ça était mineur. Hein. C'était vraiment, on parle de peut-être 0,01% du revenu. Alors, on se projette maintenant 10 ans plus tard, à peu près horizon 2025. Vous avez annoncé ça en 2024 ou 2025, votre MBO. Ouais, donc management buyout, c'est quand l'équipe rachète sa propre entreprise. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a proposé à Sega. Donc, voilà. Mais à la valo que Sega, enfin la valo 10 ans après, pas celle à laquelle vous l'avez vendue évidemment. Sans rentrer dans les détails. Voilà, non, à une valo sur laquelle on pourrait se mettre d'accord. Et c'est ça qui est compliqué parce que, alors c'est marrant, donc moi ça fait, j'ai bossé un bout de temps là-dessus, donc, mais avant de démarrer, je commençais à me renseigner. Donc dans les conseils qu'on m'a donnés, quelqu'un m'a dit, non mais attends, tu veux faire un MBO, donc tu veux racheter ta boîte, mais là tu es employé par Sega. Et en même temps, je pense qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont voir si vous faites un MBO pour vouloir racheter aussi, donc il va y avoir une concurrence. Ah oui, donc si tu fais MBO, il y aura peut-être des concurrents, c'est pas sûr que ce soit la seule offre. Donc je te préviens, il y aura un vrai conflit d'intérêts. Pourquoi il y aura un conflit d'intérêts? Je bosse pour Sega, moi je fais ce que je peux pour eux, et puis, puis moi j'ai mon offre, quoi, tu vois. Et bon, bien sûr, c'est évidemment, c'est très compliqué. C'est tout le temps, il faut avoir 2 cerveaux. Le cerveau, je vais racheter la boîte. Le cerveau, je suis employé par Sega, et quand quelqu'un veut racheter, je dois vraiment donner toute l'information très claire. Mais il y a vraiment, c'est compliqué. Et c'est vrai que je ne l'avais pas réalisé, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est pas vraiment un conseil, c'est plus une remarque en tout cas, qui a été faite. Donc voilà, j'ai dû vraiment du coup tout le temps essayer de me rappeler, voilà, de ne pas rentrer dans ce conflit d'intérêt, de bien séparer les choses. Mais oui et non, parce qu'en même temps, tu étais aussi le mieux placé pour savoir qu'est-ce qui faisait du sens pour Sega. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'au final, on a réussi à trouver, je pense, un deal qui est parfait pour les deux, et c'est pour ça qu'on est partis très bons copains. Mais c'était compliqué. Puis il y a des moments compliqués. En fait, pour avoir ce deal-là, il faut quand même négocier un peu durement, et ils savent le faire. J'ai dû m'adapter. Mais voilà, c'est quand même. Au final, on est très, très copains, mais le chemin est semé d'embûches. Et aujourd'hui, donc le management buyout, si je résume bien, c'est le rachat par les salariés ou par un groupe de salariés de l'entreprise dans sa totalité, ou vous avez aussi des... Totalité, alors moi c'est les conditions que j'avais mis quand j'ai voulu les approcher pour dire voilà, écoutez, je serais intéressé par racheter, je vois qu'on n'est plus trop alignés. Arrêtons d'être désalignés, je rachète Amplitude. Tout ça devant un mec qui dormait. Ouais, c'est ça. C'est mieux. On est d'accord, hein, c'est exactement ce que tu voulais, c'est ça. Et donc non, et donc voilà, donc c'était de racheter avec toutes les IP. C'est clé aujourd'hui, la valeur comme des boîtes de jeux vidéo, c'est beaucoup les IP, propriété intellectuelle. Ensuite, il y avait de garder tous les salariés. On est quand même dans une période dans le jeu vidéo qui est compliquée, et donc tous les éditeurs ou les gros groupes sont très défensifs et cherchent à réduire la masse salariale. Donc moi, s'ils venaient à réduire chez moi, j'aurais plus eu la capacité
à refaire le jeu que je voulais faire derrière. Donc c'était de ne pas toucher les salariés et garder, on a une section qui a un réseau social de créateurs de jeux vidéo qui s'appelle Games Together, et donc garder ça aussi. Donc voilà, on est sûr dans les IP, le Games Together et les employés, et si ils nous laissaient tout ça, on pouvait parler d'un rachat par Amplitude, par les salariés. Donc voilà, donc le groupe, au début, pour faire simple, ça a été moi avec un petit groupe de salariés, tous mes directeurs, et tout le monde en fait, a mis l'argent sur la table. Donc moi, la règle aussi interne, c'était on rachète, mais on rachète vraiment. C'est-à-dire qu'on s'engage, donc on met de l'argent dans Amplitude. Donc voilà, c'était tous les directeurs, tout le monde a voulu mettre de l'argent dessus. Et après, on a offert aux salariés de nous rejoindre aux mêmes conditions que nous. Voilà, et donc, mais le seul truc, c'était mettre 10 000 € minimum. Okay. Que ce soit une somme engageante. C'est-à-dire que ce que je ne veux pas, c'est que quelqu'un me dit bon, je mettrai 100 € et puis je vais voir ce qui se passe. Quoi. Ouais, il fallait trouver une somme qui soit engageante. On avait capé à 20 000 € parce qu'on ne voulait pas non plus que des gens. Effectivement, j'ai eu des personnes qui ont voulu mettre plus et je dis non, voilà, faut pas non plus prendre des risques démesurés. Voilà, on essaie de marquer ça. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a eu, là, on a eu 35 salariés qui sont venus. Bon, ça met un stress, hein, parce que si, déjà que tu as le stress de. Si on se plante, c'est des emplois qui sont perdus, mais là, c'est des emplois et les économies de gens qui sont perdus. Donc, c'est double stress. Quoi. Mais c'est aussi le moyen de faire partie d'une aventure assez folle. Voilà, et moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que. Alors, en fait, moi, je voyais ça aussi comme un moyen de se séparer un peu du stress. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas tout prendre sur moi. Je voulais que tout le monde se partage un petit peu ça avec moi. Et donc, que tout le monde devienne entrepreneur. Donc, qu'on soit tous ensemble. Voilà. Moi, je ne suis pas vraiment entrepreneur. Enfin, je le deviens, mais c'était pas mon rêve. Donc, on partage ce truc-là. Et en finalement, c'est assez intéressant. Mais oui, à 35, je trouve qu'on s'aide bien, on se soutient bien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la boîte, c'est une personne sur 4 à peu près qui est actionnaire. On est 170. C'est ça. Ouais, un peu moins. Et 170 en France ou on doit être 168. D'accord. Voilà, il y a 2 personnes qui sont. Les studios vraiment de production. Ouais, en fait, on est donc toujours sur la partie réseau social, jeux vidéo, G2G, donc on est 27, 28 maintenant. Ouais. Voilà, et 145 à peu près, 140 sur la partie studio. G2G, Game Together, je voudrais bien savoir comment ça fonctionne, parce que j'ai regardé un peu, c'est quoi le concept En fait, quand on a créé Amplitude, une des grandes craintes qu'on avait, c'est que personne n'a envie de jouer à notre jeu, que personne n'entende même parler, qu'il soit super, parce que je pense moi j'étais persuadé qu'on ferait un jeu génial, mais personne n'y jouera parce que personne ne saura que ce jeu existait. Donc c'est le premier jeu Endless. Et donc on a essayé de trouver un moyen d'encourager des gens à s'intéresser à notre jeu, et très tôt. Donc, et il y avait 2 choses là-dedans. C'était nous aider à faire un jeu d'un style qu'on n'avait jamais fait avant, avec donc, toujours le fameux 4X, et la partie vendre. Donc c'était marketing. Et donc c'est à la fois faire de meilleurs jeux et en même temps avoir des joueurs qui nous permettent de parler de notre jeu à d'autres joueurs. Donc, vous avez une plateforme sur laquelle c'est une plateforme qui vient s'intéresser, s'impliquer. Et donc, on peut avoir un système de vote, ça prend 30 secondes. On peut avoir un système où on peut détailler nos idées de manière un peu plus précise. Voilà. Et ça pourrait s'appliquer à plein d'autres écosystèmes finalement. Alors complètement, on a été contacté par pas mal de gens qui ne sont pas que dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on est les seuls à faire ça comme ça. C'est parce qu'un outil qui a été fait vraiment pour le jeu vidéo. Donc ça marche super bien. Voilà, donc on a Focus qui nous a rejoint, on a Sega qui est toujours client dessus. On a d'autres studios, on a Avalanche qui vient de nous rejoindre. Donc c'est juste, on a une chance inouïe d'avoir tous ces beaux studios dessus. Et on continue à s'étendre, mais effectivement, à la base, quand c'est fait pour le jeu vidéo, on a ce prisme un petit peu. D'accord, c'est vraiment un produit, quoi, Game Together. C'est ça, c'est un réseau social de création de jeux vidéo. Co-création. Et en 2 mots, parce que vous passez quand même d'un studio indépendant, passé chez Sega, donc tu expliquais un grand groupe avec des processus de décision qui sont long et complexe, on va dire ça comme ça. Alors devenir indépendant, mais indépendant surtout aujourd'hui, comme tu le disais, avec une dilution finalement du risque et vous êtes 37 entrepreneurs. Ouais. Aujourd'hui, dans le quotidien, est-ce que ça change quelque chose ? Alors moi, je trouve que ça change beaucoup au niveau
de la responsabilisation de pas mal de monde. Donc déjà c'est hyper intéressant en termes de communication, des sujets qu'on a face à nous, de dates. On n'est pas juste... Il y a une phrase qu'on entend souvent dans le jeu vidéo, c'est j'ai fait ce qu'on m'a dit. Donc c'est un peu la blague, un petit peu entre les producteurs, les programmeurs, les designers, de ah j'ai fait ce qu'on m'a dit. Quand on voit un bug, en général on dit ça, mais non mais tu voyais bien que ça marchait pas, enfin, il fallait revenir me voir, tu vois, et on a modifié. Ah ouais, j'ai fait ce qu'on m'a dit, moi. Ah moi j'ai fait ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc là, quand on est entrepreneur, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ouais. C'est bien que ça marche pas. Donc c'est ça qui s'est influé cet esprit de ah ça marche pas, comment est-ce que ça marche mieux et comment est-ce que je vais de moi-même prendre l'initiative ou en tout cas voilà. Et donc c'est bien d'avoir pas mal de gens qui partagent ça. Et donc non, ça change vraiment l'ambiance. C'est notre boîte, quoi. Donc je suis content. Mais après, j'avais peur au début qu'il y ait des gens qui nous aient rejoints en nous disant oh, je vais être chez Sega, je serai un peu tranquille, je serai un peu à l'abri, voilà. Et ça, je fais ce qu'on m'a dit. Et tout le monde est resté, donc en fait, tout le monde est resté. Et en fait, personne m'a ouais. dit oh là là, mais moi j'étais venu pour mettre à l'abri et au chaud ici, quoi. Non, en fait, tout le monde était super content. Quelque part, on était déjà vu comme étant une boîte très indépendante, même si on était dans le groupe Sega. Et personne n'a été choqué en disant mon Dieu, ça y est, on est seul, quoi. Donc, Et je vois très bien je vois très bien. J'imagine bien ce que tu exprimes là et ce que tu décris. Mais en tant que maintenant aujourd'hui vous n'avez plus un éditeur spécifique qui est Sega. Maintenant vous retournez un peu en arrière dans le passé en disant bon maintenant c'est aussi à moi de sortir, de trouver le bon éditeur, les bons partenaires, etc. Tu vois une différence aussi là-dedans, j'imagine. Alors, à tout niveau, parce que en fait, on a plein de contacts maintenant qu'on n'avait pas avant, de personnes qui auraient aimé travailler avec nous, soit sur nos IP, soit sur notre savoir-faire, mais qui ne pouvaient pas le faire parce qu'on était chez Sega. Donc tout d'un coup, il y a tout un monde qui s'est ouvert qu'on ne connaissait pas. Et effectivement, on a des discussions ultra intéressantes qu'on n'aurait jamais imaginé avoir, ne serait-ce qu'il y a un an. Donc, et dont on n'a même pas tenu compte quand on a quitté Sega. Donc c'est vrai que c'est intéressant, parfois quand on est en interne, qu'on est sur une niche, qu'on fait un type de jeu qui n'est pas nécessairement ultra adapté à l'éditeur auquel on appartient, en fait, ailleurs, tout le monde ne rêve que de ce genre de jeu-là. Et donc on a signé avec Udedors, qui est un éditeur indépendant et assez spécialisé sur la stratégie. Mais ça s'est signé en 2 semaines. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que entre le moment où je la rencontre et le moment où j'ai l'argent sur notre compte en banque de l'éditeur, ça a pris 2 semaines. 10 000 euros. Quand tu dis on a signé, c'est pour un jeu particulier. Pour un jeu en particulier qui a été annoncé, qui est Honest Legend 2, qui sera sorti bientôt en Early Access. On n'a pas de date encore, mais voilà, ils sont fabuleux et c'est très rapide. L'Early Access, c'est l'accès anticipé sur Steam, c'est que tu peux lancer ton jeu avant qu'il soit complètement finalisé pour... Moi déjà, si j'ai voulu faire ça, c'est aussi parce que je pense que c'est le bon moment de faire ce genre de choses. Et parce que pour moi, on n'est pas sur un retour à la normale, on est sur un creux. Et donc qui est quelque part un creux comme il y en a eu avant dans le jeu vidéo, comme il y en aura d'autres plus tard. Mais c'est une phase de réadaptation qu'on a toujours eu. Et souvent dans notre industrie, ces phases-là sont souvent liées aux sorties de nouveaux hardware. Donc quand une nouvelle console sort, il y a une excitation. Dans les années qui commencent avant, il commence à y avoir des investissements assez massifs chez les développeurs. La sortie arrive, il y a une énorme excitation et on surinvestit tous, les studios ou les éditeurs, pour amener du contenu sur ces consoles-là, qui sont beaucoup poussées par les constructeurs. Donc il y a beaucoup de pubs, beaucoup de mise en avant, tout le monde en parle, donc forcément la consommation suit. Puis après, on a un petit peu en parler, la consommation baisse, on passe un peu à autre chose, et donc forcément, c'est là qu'on a des problèmes de consolidation, de studios qui disparaissent, parce qu'on n'a plus vraiment la demande qu'on a eue là-dessus. Le tout aujourd'hui, c'est de tenir cette petite période qui est extrêmement difficile, s'adapter, parce que ça veut dire que chaque cycle amène aussi son nouveau lot de surprises, donc il faut être prêt, en tout cas, pour embrayer sur les prochaines surprises, que ce soit des questions de hardware ou de manière de distribuer les jeux ou de manière de faire les jeux. Et forcément, en fait, dans la période de consolidation, c'est un moyen aussi pour les éditeurs d'acheter des IP. Donc j'ai des jeux parce qu'en général, on remarquera que les éditeurs savent vendre, mais ne savent pas créer.
parce qu'ils sont trop gros en fait. L'organisation est telle que c'est pas vraiment fait pour faire émerger une création en interne. Ça arrive, mais c'est très difficile. Et quelque part, c'est moins coûteux d'acheter même très cher un studio que de faire apparaître en interne des IP. Donc dans cette phase-là, on achète des IP. Après, on les exploite. Certaines tiennent longtemps, d'autres moins. Et il y a un moment, il va falloir amener les IP sur le prochain cycle. Donc là, les éditeurs en auront. Ils vont devoir en trouver d'autres, qui seront les prochaines IP du prochain cycle. Et nous, on espère faire partie un peu de ces IP-là. Donc être les jeux qu'on aura envie d'avoir sur les consoles, sur PC, dans le prochain cycle. C'est pour ça qu'on est un développeur qui, grâce à Sega d'ailleurs, a bougé beaucoup du PC vers PC et console. En fait, on essaye d'être plateforme agnostique pour être prêt, notamment dans ce cycle-là. Et forcément, moi je pense qu'on commence à avoir un tout petit peu les premiers frétillements de ça, où on commence à chercher quels seront les contenus maintenant de 2027, 2028, 2029. Et là, on se rapproche quand même de ce qu'on espère tous sera le prochain cycle. Prochain cycle, pour quel hardware? Donc, après, ça sera à voir, mais on a souvent, quand il y a Xbox qui dégaine, PlayStation dégaine pas très long après, ou l'inverse. Donc, déjà, on sait que là-dessus, il va se passer des choses. On espère, ça se trouve, on se revoit en 2030, ce sera pas ça. Mais, D'autant que Nintendo a déjà dégainé. Voilà. Oui. Ils ont dégainé. Est-ce qu'ils redégaineront derrière encore dans ces moments-là, parce qu'il y a encore un peu de temps, ou peu de temps après Switch 2, c'est ça. Switch 2. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il se passe d'autres choses. C'est qu'on parle de ça, mais en même temps, ce qu'on a pu voir sur le cycle précédent, c'est qu'il y a eu l'arrivée du Game Pass, donc c'est un abonnement de jeux à la Netflix. Et on peut espérer. Netflix est arrivé aussi. Voilà, Netflix est arrivé sur le jeu vidéo, et on peut espérer aussi voir un cycle autour de nouvelles manières de distribuer les jeux ou de consommer les jeux. Et là, pareil, c'est que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, nous, déjà en tant que créateurs, sur comment est-ce que nos jeux peuvent tenir des façons de se vendre ou de se consommer différentes. Et donc, le modèle premium, il est toujours intéressant, mais est-ce que ça sera le seul mode de fonctionnement? Ou en tout cas, si on est premium, comment est-ce qu'on peut marcher dans un environnement où on est distribué par abonnement et on est distribué sur des consoles physiques ou pas? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on peut assez facilement avoir des jeux streamés. Il y a un moment, on peut imaginer de l'abonnement et du streaming ensemble et ne plus dépendre nécessairement d'une plateforme physique comme Xbox ou PlayStation. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a d'autres d'autres groupes qui vont arriver, qui pourront distribuer des librairies entières de jeux. Et donc là, la compétition va être intéressante. Quelque part, Game Pass, c'est payant, et donc le jeu derrière est payé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le paye une fois, on paye une fois un abonnement, et après j'ai accès à tout ce que je veux, je consomme autant que je veux. Je pense que là-dessus, voilà, on est tous un peu habitués à consommer comme ça. On s'est habitué pour ça, pour la musique, on s'est habitué pour ça, pour les séries et les films. Donc on s'habitue quand même à ce système de consommation. Aujourd'hui, quelque part, le jeu vidéo a résisté un peu plus longtemps que le reste sur cet achat assez fort, une fois 50 €, une fois 40 €, 50 €. Mais ça, je ne suis pas sûr que ça reste. Ce qui fait que ça restait un petit peu, c'est qu'on peut acheter un jeu à même 70 € et y jouer 1000 heures. Donc finalement, à l'heure passée, c'est pas très cher. C'est pour ça que ça a un petit peu résisté. Et Game Pass, en tant qu'éditeur, en tant que propriétaire de l'IP, tu t'y retrouves Alors clairement, mais c'est l'objectif. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que la peur qu'on ait, c'est qu'il n'y ait que demain une ou deux plateformes comme ça qui ont tout le contenu, que les joueurs n'achètent pas en dehors. Et à ce moment, ces plateformes-là seront capables de dire ton jeu, toi, créateur de contenu, je te l'achète une misère. Et c'est pas grave si tu ne gagnes pas d'argent. Voilà. Donc ça, c'est un peu la crainte. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une compétition, il faut qu'il y en ait plusieurs. Donc le but, c'est quand même pour nous, je pense qu'on va avoir plus arrivé là-dessus, mais il faut qu'il y ait une compétition afin que nous, on ne soit pas perdants dans l'affaire. Bon, Gaël ne voulait pas qu'on parle d'IA, un peu rabat-joie. Mais moi, je ne passerai pas à côté de l'opportunité de te poser un peu la question. Vous on parle souvent aujourd'hui des outils IA dans la création de jeux vidéo. Comment vous regardez ça, Amplitude? Alors, moi, ce n'est pas tant les outils. Les outils, c'est un élément de l'IA. Nous, en fait, on a deux choses qui nous tiennent à cœur sur l'IA. C'est que si on utilise de l'IA, c'est pour déjà nous enlever des tâches qui ne motivent personne. Il y a parfois, quand on a certaines choses à faire, quand on donne ces tâches à quelqu'un,
on sent le « Oh non, il m'a donné ça, non, pitié ». Voilà, donc si une IA peut faire ça, je pense qu'on y gagne quand même beaucoup. On y gagne en motivation, on y gagne en productivité. Voilà, donc ça, c'est le but. Donc, le but, ce n'est pas de remplacer une personne, c'est vraiment d'améliorer, en tout cas, la qualité et la motivation de la personne là-dessus. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est, je pense qu'on peut rajouter des choses hyper intéressantes pour de rendre nos jeux un peu plus riches, mais une fois de plus, c'est pour nous aider soit à réfléchir, soit à amener un meilleur contact pour le joueur. Je vais venir là-dessus, mais en tout cas, pour moi, en aucun cas, ça ne peut remplacer la création artistique. L'IA n'est pas un artiste, n'est pas une artiste, c'est une IA. Voilà, donc, et je pense que, en tout cas, voilà, on ne veut surtout pas créer une œuvre par IA. Voilà. Donc, jamais vous verrez Amplitude, voilà, une image ou un truc qui a été purement généré par une IA. Maintenant, de demander à une IA, tiens, donne-moi des éléments qui m'intéressent en termes pour me donner un peu, savoir un peu ce qui se passe là-dessus, voilà, pour chercher, pour faire un peu de recherche, bon, pourquoi pas, c'est à l'artiste de décider s'ils ont besoin de se renseigner sur quelque chose. Mais en tout cas, voilà, c'est soit aider sur la tâche, mais quand la tâche est rébarbative, répétitive, et qu'en tant qu'humain, je n'apporte rien là-dessus. Il n'y a pas d'aspect créatif dans une tâche. Voilà, soit, voilà, en tout cas, c'est un encadrement voilà, autour de l'humain. Maintenant moi, ce que j'aimerais beaucoup apporter là-dessus, et là-dessus, on a beaucoup de choses à faire, c'est comment créer une meilleure interface entre le joueur, la joueuse et, bien évidemment, le jeu. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des moments où nous, on a des jeux qui sont quand même très complexes. Et en fait, quand on veut tout expliquer voilà, à nos joueurs, on a un petit moment où si on présente tout, le jeu devient encore plus complexe. Et donc on a presque envie de demander à l'IA comment est-ce que je fais ça, comment est-ce que je trouve ça, de pouvoir très facilement, voilà, et l'IA nous explique les concepts de manière contextuelle. Ça aujourd'hui, je ne peux pas vraiment le faire sans une bonne IA. Voilà. Donc on va commencer à faire des éléments de recherche là-dessus qui sont hyper intéressant. On aimerait creuser encore, mais je pense que le jeu il gagnerait beaucoup. Il y a d'autres éléments aussi. Quand j'ai interagi là pour le coup avec ce qui serait l'IA du jeu, aujourd'hui nos IA de jeu, ce n'est pas des IA comme ChatGPT. Hein. C'est une IA qui va analyser une situation et qui dans une situation je fais A, B ou C et voilà. Donc c'est finalement assez prédictible. On peut rajouter un petit peu d'éléments dedans pour que ce soit un peu moins bien évidemment, mais voilà. Mais c'est pas très émergent quand même. Maintenant, comment est-ce que je pourrais, et si pareil, si je vais essayer de comprendre l'état dans lequel est l'IA du jeu, ça serait encore des milliers de données à présenter aux joueurs et c'est pas intéressant. Donc, on fait des choix en tant que designer de dire voici les informations que je veux remonter voilà, aux utilisateurs et c'est un petit peu, voilà, c'est préparé. Maintenant, là-dessus, je peux faire une situation où je dis hey, Cléopâtre, parce qu'on a souvent des empereurs ou des impératrices. Est-ce que tu veux qu'on attaque dans 5 tours voilà, César? Et là, du coup, je vois une réponse. Oh, j'ai fait un traité de commerce avec lui. Non, peut-être pas, mais peut-être qu'on peut en parler dans 15 tours. Voilà. Et ça, aujourd'hui, moi, ça, je ne peux pas le prévoir là-dessus, où je serais obligé de faire une interface particulière. Là, ce qui serait rigolo, c'est de pouvoir questionner l'IA qui va chercher un petit peu dans son historique et qui va provenir une réponse. Donc, on crée une relation qui peut être assez sympa, donc textuelle, relationnelle. On peut avoir bien plus de personnalité autour de ça. On peut dire que dans les types de réponses, Cléopâtre répond qu'elle a, je sais pas, on peut dire qu'elle a un sale caractère et qu'elle bien peut-être dit voilà, elle est toujours un peu sèche. Donc, voilà, on peut avoir un truc qui est lié à ce qu'on peut imaginer d'un personnage. Et voilà, et César, bon, je sais pas quoi. Donc ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. L'IA peut nous le permettre et donc on est assez passionné par ça. Voilà, bon, quand je dis ça, aujourd'hui, Amplitude de personnes qui travaillent dessus, mais on a fait des essais il y a quelques années, on aimerait y retourner. Je pense qu'on est en train d'y réfléchir pour le moment sur voir comment est-ce qu'on peut amener ces sujets-là là-dessus. Donc moi, je pense que l'IA, si c'est bien traité, ça peut être que du positif, mais on voit bien que ça peut être aussi du grand n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut y aller prudemment dessus, quoi. Alors sans transition, merci encore Romain de nous avoir partagé ta vision et surtout de nous avoir un peu plus raconté ce qui s'est passé dernièrement chez Amplitude. Donc sans transition, Gaël. Donc la playlist, comme tu le sais et comme tu l'as vu, on est sur un podcast, un programme qui parle de gaming, de sport et de médias. Donc je vais te poser 3 questions. La première question, c'est quel est ton média préféré
que tu nous recommanderais, une série télé, un film, un livre, je sais pas. Alors bah après en série télé, moi je crois que la seule série où il n'y a pas un épisode sur au moins je sais pas 8 ou 9 saisons où j'ai pas eu un moment d'ennui, je crois que c'est Breaking Bad. Ok. Donc je resterai là-dessus. Très bien. Donc j'attends que mes enfants soient assez grands pour pouvoir regarder. Bon là de voir que leur prof peut être un dealer de drogue, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc j'attends qu'ils aient fini le lycée. Donc ça ouais, moi je reste un peu sur le passé. Aujourd'hui moi je suis plutôt en White Lotus pour la partie série. Pour ceux qui aiment bien, en plus il y a une nouvelle saison, donc ça passe bien. C'est une constante sur les invités en ce moment. White Lotus, ouais, il passe bien. C'est vraiment, j'adore le générique. Le générique est très très beau, hyper contextuel. Côté sport, est-ce que tu as un souvenir sportif ou alors, je sais pas, j'ai pas vu si tu avais été un grand sportif. Non, sport, je suis pas très sport. J'ai dû suivre le PSG avec ma fille, qui est une grande fan du PSG. Voilà, très bon choix. À chaque fois que j'y vais, je prends froid parce que voilà, c'est une catastrophe. Donc tu n'es vraiment pas très sport. Je suis vraiment pas très sport. Le Paris Basketball, c'était très bien pour toi. Alors Paris Basketball, très bien, en intérieur, c'est au chaud, bonne ambiance. C'était vachement bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir ce qui passe avec la NBA d'ailleurs, qui arrive à Paris. Peut-être. C'est ce que je viens d'apprendre ce matin. Pourtant, t'es plutôt, c'est vrai que t'es plus NBA que MBO. Ouais, c'est ça, absolument. Absolument. Alors, je ne sais pas si tu es gamer, mais est-ce qu'il y a un jeu j'ai pas bien compris si tu Alors, je suis pas très gamer. Non, moi, c'est vraiment, je suis là que pour tchatcher. Non. Le jeu. Si tu as un jeu c'est le jeu. Bah non, à ce moment, c'est Civilization. C'est Civilization. Ouais, c'est Civilization. C'est le jeu qui m'a donné envie, vraiment, je pense, de créer des jeux. D'accord. Merci beaucoup. C'était vraiment cool de t'avoir et c'était un plaisir de te recevoir. C'est vrai, quand on avait aimé l'idée avec Gaël de t'inviter, d'avoir un peu d'étude avec nous, moi, c'était ce que je disais à Gaël, c'était un peu je dirais, une histoire du jeu vidéo du début du 21e siècle, un peu votre histoire, c'est-à-dire issue d'un grand éditeur qui vous a certainement appris énormément. Vous avez monté votre studio, comme tu le disais, je retiendrai 10 000 €. C'est 47, donc voilà, on peut y arriver. Un ou deux jeux qui ont cartonné, rachetés par un plus grand éditeur, et vous en ressortez aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quand même une histoire derrière tout ça en filigrane, qui est quand même celle de beaucoup de studios aujourd'hui. Donc c'était hyper enrichissant, je trouve, d'avoir pu échanger avec toi, de comprendre ces différentes phases et la nouvelle ère dans laquelle vous êtes entré. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup et surtout félicitations et courage pour les prochains projets. On attend que vous continuiez à essayer très haut le 4X à la française. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci Romain. À très bientôt, au revoir. Ouais.